Alors, troisième exercice, c'est un exercice, enfin la moitié d'un exercice en réalité, sur les intégrales de Wallis. Alors évidemment, c'est la première partie d'un exercice, et je vous ai donné l'autre partie en devoir maison. Alors, avec des questions qui sont, pour certaines, des questions de cours toutes bêtes, qui ne demandent quasiment pas de travail, simplement de bien connaître son cours. Première question, pourquoi peut-on affirmer que l'intégrale existe? Eh bien, avec ce qu'on a dit précédemment, pour qu'une intégrale existe, il faut, et il suffit, que la fonction à intégrer soit continue sur l'intervalle, sur le segment, en fait, sur l'intervalle fermé borné concerné. Et donc ici, la fonction qui a t associe cosinus t est continue sur l'intervalle considéré, c'est-à-dire 0 pi sur 2 si je ne me trompe pas. Et donc, il en va de même. Un petit espace, ça sera mieux. Pour la fonction qui a t associe cosinus t, le tout à la puissance n, et ce, pour tout entier n, appartenant à n. J'ai une fonction continue sur un segment, l'intégrale existe. Donc, pour tout n appartenant à n, Wn existe. Voilà ce qui était attendu, ni plus ni moins. Existence d'une intégrale sur un segment, la continuité nous suffit. Alors évidemment, vous verrez plus tard qu'on peut avoir des intégrales avec des bornes infinies ou des fonctions qui ne sont pas continues en une des bornes de l'intégrale, même pas définies parfois, mais on arrive quand même à définir l'intégrale. Mais ici, alors d'une part on n'a pas vu ces choses-là, mais ici c'était tout simple. Deuxième question. Alors là, la deuxième question, elle est un petit peu plus compliquée parce que on nous demande un changement de variable qu'on ne nous donne pas. Alors il y a quand même une indication dans la question montrée par un changement de variable affine simple, donc c'est-à-dire qu'il va falloir poser t égale quelque chose avec une fonction affine dedans, que pour tout n appartenant à n, Wn est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t à la puissance n dt. Bon. On peut remarquer déjà que les bornes de l'intégrale ne sont pas modifiées par cette chose-là. Donc je vous propose de poser u égale pi sur 2 moins t. Donc soit n appartenant à n. On considère donc l'intégrale Wn qui est l'intégrale a priori de 0 à pi sur 2 de cosinus n t dt. Posons u égale pi sur 2 moins t. Bon. Et donc quand je fais ce changement de variable là, évidemment la fonction qui a t associe pi sur 2 moins t est de classe C1 sur l'intervalle qui nous intéresse, enfin de classe C1 sur R, mais sur 0 pi sur 2. Par changement de variable, eh bien Wn va être égal à l'intégrale de pi sur 2 à 0 de sinus de, non pas sinus, c'est du cosinus que l'on a ici, de cosinus n de pi sur 2 moins u, multiplié par moins du en fait. C'est-à-dire, quand je remets tout à l'endroit, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus à la puissance n de pi sur 2 moins u du, et cosinus de pi sur 2 moins u, c'est sinus de pi sur 2. Évidemment, je peux remplacer le u par t. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, Wn égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus nt dt. Comme ça, on a la même forme que celle de l'exercice. Un petit changement de variable simple, évidemment, la difficulté, c'est de le trouver. Troisième question. Montrer que la suite Vn est décroissante. Bon, pour étudier les variations d'une suite, le plus simple, c'est d'étudier le signe de
un plus 1 moins un, donc ici de wn plus 1 moins wn. Je peux utiliser la forme de départ ou cette nouvelle forme sans aucune difficulté. Donc je vais avoir l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus n plus 1t dt, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus nt dt, qui, eh bien, par linéarité de l'intégrale, va me donner l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus n plus 1t moins cosinus nt dt. Je vais mettre cosinus nt en facteur. Facteur de cosinus t moins 1. Et là, je ne peux pas aller plus loin. Évidemment, je ne vais pas calculer cette intégrale. On va essayer d'avoir le signe de l'intégrande. Or, pour tout t appartenant à 0 pi sur 2, cosinus t positif, donc cosinus nt positif. Et d'autre part, on a cosinus t qui est inférieur à 1, donc cosinus t moins 1 qui est négatif. Et donc par produit, pour tout t appartenant à 0 pi sur 2, eh bien cosinus nt facteur de cosinus t moins 1 est négatif. Et l'intégrale d'une fonction négative est négative, dès lors que les bornes sont placées dans le bon sens. Par positivité, je vais appeler ça comme ça, l'intégrale de 0 à pi sur 2, parce que 0 est plus petit que pi sur 2, hein, de cosinus nt facteur de cosinus t moins 1 dt est négatif. Et donc wn plus 1 moins wn est négatif, la suite wn est décroissante. Jusque-là, il n'y a pas de difficulté majeure dans cet exercice. Question 4. En déduire que la suite converge. Elle est décroissante, il va nous suffire de justifier qu'elle est minorée. Ici, je vais me donner n appartenant à n. Pour tout t appartenant à 0 pi sur 2, cosinus t positif, donc cosinus nt positif. Par conséquent, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus nt dt est positif. Donc la suite wn est minorée par 0. Comme elle est décroissante, le théorème de la limite monotone permet de conclure à la convergence. Conclusion. Wn converge. Alors attention, hein, le théorème de la limite monotone ne nous donne pas la limite. Il nous dit juste que la suite converge, c'est-à-dire qu'elle va avoir une limite et que cette limite va être un nombre réel fini. Question 5. À l'aide d'une intégration par partie. Bon, rien de sorcier jusque-là. Prouvez que pour tout n supérieur à 2, wn est égal à n-1 sur n, wn-2. Très bien, allons-y. Donc n supérieur à 2, sinon j'aurais pu faire du wn plus 2, on aurait une formule un petit peu différente, mais c'est pas très grave. Donc wn, c'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 2. On peut le faire de deux façons, on le faire avec le sinus. Sinus nt dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t, sinus n-1t, c'est n-1 t dt. J'ai mon produit qui apparaît. Alors évidemment, le problème, c'est que dans une puissance n, il y a plein de façons de faire des produits. Je peux regrouper du sinus à une certaine puissance avec du sinus à une autre. Je peux avoir le sinus n tout seul d'un côté et 1 de l'autre côté.
Et ici, je vais de la puissance n-2, donc c'est pas si évident que ça ce qu'il faut. Cela étant, pour avoir de la puissance n-2, si on réfléchit quand même un petit peu, si je dérive mon sinus puissance n, je vais avoir de la puissance n-1, et j'aurai pas de la puissance n-2 qu'on me demande de trouver là-dedans. Donc il faut que je fasse apparaître de la puissance n-2. Et la puissance n-2, comment je vais l'obtenir? Eh bien en dérivant de la puissance n-1. Posons u' de t égale sinus t, et donc u de t qui sera égal à moins cosinus t, et VE de t qui sera sinus n-1t, et donc V' de t, qui sera égal à... Alors là, il faut faire attention. Quand vous avez à dériver u puissance n, vous avez le n, donc ici sera n-1, u', à ne pas oublier, parce que dans les copies que j'ai vues, il a été oublié, donc forcément après, c'est beaucoup plus difficile de trouver la bonne forme. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus, et sinus n-2t. Et donc les fonctions u et v sont de classe C1 sur l'intervalle 0 pi sur 2 par partie. Wn est égal à moins cosinus t multiplié par sinus n-1 t que j'intègre entre 0 et pi sur 2. Bon, ça va me donner 0, puisque en pi sur 2, le cosinus vaut 0, et en 0, c'est le sinus qui vaut 0. Donc, voilà, à chaque fois 0, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de moins cosinus t, facteur de n-1, cosinus t, sinus n-2t, dt. Une nouvelle page. Et donc je vais avoir, donc le premier morceau, on a dit que ça valait 0, le moins ici, ça nous fait plus. Donc j'ai l'intégrale de 0 à pi sur 2. Le n-1, je peux d'ailleurs le sortir. Et je vais avoir du cosinus carré t, sinus n-2t dt, c'est-à-dire n-1. Cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. Et je vais développer ça. En développant, je vais avoir l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus n-2t dt, c'est-à-dire, je vais avoir mon wn-2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2, et ici j'ai du sinus carré multiplié par du sinus à la puissance n-2, c'est-à-dire du sinus nt dt. C'est-à-dire que j'ai n-1 wn-2 moins n-1 wn. Et donc j'ai obtenu que wn était égal à n-1 wn-2 moins n-1 wn. D'où ce n-1 wn, je vais l'ajouter donc pour qu'il apparaisse de l'autre côté. Je vais donc avoir wn plus n-1 wn est égal à n-1 wn-2. Conclusion. Ben ici, de ce côté-là, des wn, j'en ai n. Pour tout n appartenant à n, n supérieur ou égal à 2, wn est égal à n-1 sur n, wn-2. Et on a terminé cette question 5. Question 6. On va essayer de déterminer la limite de la suite wn. En utilisant la décroissance de la suite wn, montrez que. Donc qu'est-ce qu'on a comme information? D'une part, pour tout n appartenant à n, cosinus, la fonction qui a t à ceci, cosinus nt, n'est pas la fonction nulle. Sur 0 pi sur 2. Donc, pour tout n appartenant à n, wn n'est pas nul. Si jamais j'avais la fonction nulle, enfin si jamais wn était nul, enfin de toute façon il y a équivalence entre les deux, hein. Comme ma fonction cosinus est une fonction qui est positive, si jamais son intégrale est nulle, c'est que la fonction est elle-même nulle. Et donc comme ça n'est pas le cas, ici j'ai wn qui vaut 0. Et donc comme wn est positive
est strictement positive, on a montré la positivité un petit peu plus loin, la question 4, quand on a parlé de minoration. Là, on a la stricte positivité et décroissante. Alors, je suis dans le cas où je peux faire le quotient. Pour tout n appartenant à n, Wn plus 1 sur Wn est inférieur ou égal à 1. Ça, c'est réglé, c'est le premier morceau. Ensuite, il faut que je fasse apparaître Wn plus 1. Donc ça, c'est la première partie de mon inégalité. Par ailleurs, d'après la question qui précède, c'est-à-dire d'après la question 5, que je vais appliquer en n plus 1, donc je vais avoir Wn plus 1, qui va être égal à n sur n plus 1, W n moins 1. C'est la formule de la question précédente que j'ai appliquée à ça. Alors pour tout n supérieur ou égal à 1. Pour n supérieur ou égal à 1. Bon. Avec ça, qu'est-ce que l'on va faire? Il ne faut pas que j'ai du Wn moins 1, il faudrait que j'ai du Wn. Ok. Faut même l'appliquer pour d'après, pour faire apparaître le n plus 1 ici, sur le n plus 2, et ici on a Wn, et ça c'est beaucoup mieux. Et donc ce que je veux encadrer, c'est Wn plus 1. Alors ça sera sur Wn, et je vais encadrer Wn plus 1 sur Wn plus 2. Ça sera Wn plus 1 sur n plus 1 sur n plus 2 Wn, c'est-à-dire Wn plus 1 sur Wn multiplié par n plus 2 sur n plus 1. Et ça, c'est plus grand que 1. Pourquoi? Parce que la suite est décroissante, donc Wn plus 1 est plus petit que Wn plus 1 est plus grand que Wn plus 2. Et donc, Wn plus 1 sur Wn plus 2, en multipliant de chaque côté par n plus 1, n plus 2, est supérieur à n plus 1 sur n plus 2. Reste à conclure. Alors, il y a sans doute d'autres moyens de faire cette question, mais en voilà, en tout cas. Pour tout n appartenant à n, on a montré que n plus 1 sur n plus 2 était inférieur à Wn plus 1. Ici, j'ai marqué Wn plus 1 sur Wn plus 2, mais c'est celui-là que je garde, le Wn plus 1 sur Wn. Wn plus 1 sur Wn est inférieur à 1, chose que l'on a montré juste avant. Et voilà pour cette question. La question d'après est éminemment simple. Question B. Oups. Montrer que la suite n, Wn est constante, puis déterminer cette constante. Bon. Pour ce faire, évidemment, on a tout intérêt à utiliser ce qui précède. Donc je me donne n appartenant à n, et notons par exemple un est égal à n Wn Wn-1. Je vais montrer que un égale Un-1, donc ici je suis sur n étoiles. Bon. Pour avoir ce n Wn-1, je dis qu'on ne va pas appliquer la 6a, on va appliquer la 5. Par la question 5, vous avez que Wn est égal à n-1 sur n Wn-2. Donc, nWn est égal à n-1 Wn-2. Je multiplie de chaque côté par Wn-1.
Alors ici, je le mets là. Et de l'autre côté, je vais le mettre là. De toute façon, le produit est commutatif, ça ne change rien. Et donc, on a montré quoi? Que UN était égal à UN-1. Donc la suite UN, qui est la même que la NWN-WN-1, tous les termes sont égaux, donc elle est constante. Et ensuite, on nous demande de déterminer cette constante. Donc on a donc, pour tout n appartenant à n étoiles, NWN, WN-1 est égal à une fois W1 fois W0, c'est-à-dire W1, W0. Or, W0, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus 0t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dt. C'est-à-dire que je vais avoir t compris entre pi sur 2 et 0, c'est-à-dire pi sur 2. W1, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus t dt, c'est-à-dire primitive sinus t, entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire 1. D'où, pour tout n appartenant à n étoiles, n WN, WN-1 est égal à 1 fois pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2. Et qu'il n'y a pas non plus grande difficulté pour trouver la constante. Il faut simplement savoir ce que ça veut dire qu'une suite est constante, bien avoir compris ce que c'est, et puis après, on arrive à faire ça sans aucun souci. Question C. Alors là, ça demande un petit peu plus de réflexion. Bon. Il s'agit de chercher la limite de racine de pi sur 2n WN. Si on réfléchit bien, le fait que la suite soit constante, ça va déjà nous donner une idée. On sait que n, n WN, WN-1, c'est pi sur 2. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et donc, on va avoir quoi? On va avoir que WN, WN-1, c'est pi sur 2n. En gros, on a WN, WN-1 qui vont être très proches, et c'est comme si on avait WN au carré, c'est ça qui va générer, entre guillemets, la racine. Alors là, je vous parle avec les mains, évidemment, il est hors de question de rédiger ça comme ça, mais c'est pour bien comprendre ce dont il s'agit. Qu'est-ce que l'on a comme information? D'après la question 6a, évidemment, si on nous a demandé de trouver ça, c'est bien pour qu'on s'en serve à un moment quelconque. Pour tout n appartenant à n étoiles, vous allez avoir n sur n plus 1 qui va être plus petit que Wn sur Wn-1, qui va être plus petit que 1. Par ailleurs, ce que l'on a comme information, c'est que pour tout n appartenant à n étoiles, NWN, WN-1 est égal à pi sur 2. Donc, je me donne n appartenant à n étoiles. Je sais donc que WN-1, c'est pi sur 2n WN. Et je vais reporter ça là-dedans. Donc, j'ai n sur n plus 1 qui va être plus petit que WN sur pi sur 2n WN, plus petit que 1. Dans cette fraction-là, sans la modifier, je multiplie tout, numérateur et dénominateur, par Wn. Et donc, j'ai n sur n plus 1 qui va être plus petit que Wn au carré, divisé par pi sur 2n. Et ça, c'est plus petit que 1. Je n'ai pas modifié l'encadrement, j'ai simplement modifié l'écriture de la fraction qui est au milieu. Ensuite, je vais appliquer la racine par croissance de la fonction racine. Alors, est-ce que je fais ça comme ça? Appliquer l'inverse. Par inverse, vous allez avoir donc du 1 qui va être inférieur ou égal à pi sur 2n sur Wn carré, qui va être plus petit que n plus 1
sur n. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour avoir la fraction directement, sinon en fait on aura l'inverse de la limite qui est demandée, il faudra repasser à l'inverse de toute façon après. Ensuite par croissance de la fonction qui a t associée racine de t, on n'a que 1, plus petit que racine de pi sur 2n sur Wn. Alors a priori on aurait du valeur absolue de Wn, mais comme Wn est positif, c'est Wn, inférieur ou égal à racine de n plus 1 sur n. Or, eh bien 1 tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. N plus 1 sur n, alors aujourd'hui on dirait que c'est équivalent à 1, mais on ne le savait pas à l'époque. Donc ici, je vais écrire ça comme 1 plus 1 sur n, qui tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, par composition, racine de n plus 1 sur n tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Par théorème des gendarmes, alors je vais plutôt dire théorème d'encadrement. Alors, d'habitude, c'est vrai que je dis beaucoup le théorème des gendarmes, mais je trouve que par théorème des gendarmes, ça fait un petit peu bizarre. Si j'avais écrit d'après, j'aurais écrit d'après le théorème des gendarmes. Je trouve que par théorème d'encadrement, ça sonne un petit peu mieux. Ça ne change rien du tout à l'affaire. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de pi sur 2n en racine sur wn est égale à 1. Déduire un équivalent simple de Wn, eh bien on a donc, comme la limite vaut 1, Wn équivalent à plus l'infini à racine de pi sur 2n. La seule chose qu'il y avait à savoir sur les encadrements, sur les équivalents, c'est que lorsque la limite d'un quotient est égale à 1, le numérateur est équivalent au dénominateur. Quelle est alors la limite de Wn? Eh bien, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de pi sur 2n vaut 0, donc par comparaison, l'équivalence est une forme de comparaison, Wn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et voilà ce qui termine cette question. La dernière question. C'est une question sans grand intérêt. C'est des récurrences. Donc on se donne n appartenant à n. Alors je dis c'est des récurrences. Je vais essayer de faire les deux en même temps. Notons Pn. W, alors 2n, est égal à cette horreur, factoriel de 2n pi sur 2 puissance 2n plus 1 factoriel de n au carré, et W 2n plus 1 est égal à 2 factoriel 2 puissance 2n factoriel de n au carré divisé par factoriel de 2n plus 1. On initialise. En fait, on a déjà fait les calculs d'initialisation précédemment à la question 6b. W0, c'est pi sur 2. Et d'autre part, alors 2 fois 0 factoriel pi sur 2 à la puissance 2 fois 0 plus 1 factoriel de 0 au carré. Ça nous fait, ici j'ai factoriel de 0, c'est-à-dire 1, donc au numérateur j'ai pi. Au dénominateur j'ai 2 fois 0, 0 plus 1, donc 2 à la puissance 1, c'est-à-dire 2 multiplié par factoriel 0, ce qui nous fait 1, c'est pi sur 2. Donc la première partie est bonne, et ensuite W1 égale 1, et d'un autre côté, j'ai 2 à la puissance 2 fois 0, factoriel de 0 au carré, sur 2n plus 1 factoriel, je trouve 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc, P0 est vrai. Hérédité. Alors, vous remarquez que je rédige les récurrences de plusieurs façons différentes. Je détaille bien l'initialisation, l'hérédité quand c'est des récurrences assez grosses, sinon je vais un petit peu plus vite. Néanmoins, même si j'écris pas forcément hérédité, ce qu'il y a après, je l'écris toujours. Soit n
appartenant à n, tel que la proposition est vraie au rang n, c'est-à-dire W2n est égal à factoriel de 2n pi sur 2 puissance 2n plus 1 factoriel de n au carré, et W2n plus 1 est égal à 2 puissance 2n factoriel n au carré, divisé par factoriel de 2n plus 1. Alors ce qui est amusant, c'est que W2n, W2n plus 1, ils sont pas tout à fait inverses l'un de l'autre, mais on a des formules qui ressemblent à de l'inverse, avec du pi en plus pour le W2n, mais c'est tout. Alors je vais calculer W2n plus 2. Alors, je vais mettre ça comme ça. C'est-à-dire donc W2n plus 2. C'est égal, d'après la question 5, à 2n plus 2 moins 1, donc 2n plus 1 sur 2n. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Non, c'est 2n. Donc ici, je vais avoir, oui, 2n plus 2 moins 1 sur 2n plus 2, W2n, d'après la question 5, c'est-à-dire 2n plus 1 sur 2n plus 2, multiplié par 2 puissance... Ah non. Multiplié par factoriel de 2n pi. Hop. 2 puissance 2n plus 1 factoriel n au carré. Et là, ça va tout à fait s'arranger. Ici, le 2n plus 1, il va très bien s'arranger avec le factoriel de 2n pour nous donner du factoriel de 2n plus 1. Pi. Au dénominateur, le 2n plus 2, c'est 2 fois n plus 1. 2 puissance 2n plus 1 factoriel n au carré. Le 2, je vais l'arranger avec la puissance. Le n plus 1 avec mon factoriel. Et j'ai donc du factoriel de 2n plus 1, pi, sur 2 puissance 2n plus 2, factoriel de n plus 1. Il m'en manque un. Il m'en manque un, parce que le factoriel n est au carré. Il me manque un petit quelque chose. Il me manque un n plus 1 dans l'histoire. Où est-ce que j'aurais oublié ça? n plus 2, oui. Ici, en fait, j'aurais besoin du 2n plus 2, donc il faut que je remultiplie le numérateur et le dénominateur par 2n plus 2. Donc je vais avoir ici, parce qu'ici il me faudrait du 2n plus 3, mais je vais l'avoir, je remultiplie tout par 2n plus 2. Donc je vais avoir factoriel de 2n plus 1 pi, multiplié par 2n plus 2, sur 2n plus 2 qui va me donner donc du 2 au carré n plus 1 au carré, 2 puissance 2n plus 1 factoriel n, mais tout va bien s'arranger puisque je vais bien avoir du 2n factoriel de 2n plus 2 pi sur 2 puissance 2n plus 3 factoriel de n plus 1 au carré. Et donc j'ai bien ce que je voulais. J'aurais dû commencer par écrire proprement ce que je voulais en remplaçant tous les n par des n plus 1. Ici, ce qui me donnerait donc du 2n plus 2 facteur de n plus 1, donc du 2n plus 2. Et ici, en mettant le n, en le remplaçant par du n plus 1, donc j'aurais du 2n plus 1 plus 1, du 2n plus 3. Ici, facteur de 2n plus 1, c'est bien ce que je retrouve. Et je vais regarder maintenant le 2 facteur de 2n plus 1. C'est pas comme ça. C'est 2n plus 1 plus 1, c'est-à-dire W 2n plus 3. C'est-à-dire, toujours d'après la question 5, je vais donc avoir du 2n plus 2 sur 2n plus 3 W 2n plus 1, 2n plus 3 moins 2 qui nous fait bien 2n plus 1, c'est-à-dire du 2n
plus 2 sur 2n plus 3, et w 2n plus 1 par hypothèse de récurrence, c'est du 2 puissance 2n, factoriel n au carré, sur factoriel de 2n plus 1. Donc même chose, ici je devrais avoir du factoriel de 2n plus 1, ici du 2 puissance 2n plus 2, et ici du 2n plus 3. Donc j'ai déjà le 2n plus 3, et je vais refaire exactement comme au-dessus, je vais multiplier ici et là par 2n plus 2. Donc je vais donc avoir du 2n plus 2 au carré, 2 puissance 2n, factoriel n au carré, sur 2n plus 2, 2n plus 3, factoriel de 2n plus 1. Ce qui va me donner ici du 2 que je peux mettre en facteur, donc du 4 ou du 2 au carré, et je vais donc avoir du 2 puissance 2n plus 2. Et je vais avoir comme morceau qui me reste du n plus 1 au carré, qui va bien s'arranger avec ce factoriel-là. Et au dénominateur, j'ai mon factoriel de 2n plus 3 qui apparaît. Donc, Pn plus 1 est vrai. Je n'ai plus qu'à conclure et j'aurai terminé la question et l'exercice. Par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, W2n est égal à factoriel de 2n pi sur 2 puissance 2n plus 1 factoriel n au carré, et W2n plus 1 est égal à 2 puissance 2n factoriel n au carré sur factoriel de 2n plus 1. Et voilà pour cet exercice, avec, mis à part peut-être la question 6a et la 6c qui étaient peut-être un tout petit peu astucieuses, tout le reste était quand même pas du tout difficile.